Son nom, aujourd'hui, est synonyme de raison, de liberté et même de rébellion. Mais qui était vraiment l'homme derrière la légende? L'homme qui, armé seulement de sa plume, a osé défier les rois et l'Église. C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Mais avant de parler de la légende Voltaire, regardez bien ce nom, François-Marie Arouet. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Probablement pas. Et pourtant, c'est bien l'homme qui a secoué l'Europe entière avec ses écrits. Et oui, François-Marie Arouet, c'est Voltaire. Il a choisi ce pseudonyme juste après sa première sortie de prison. Son origine exacte, ça, c'est encore un mystère. Mais une chose est sûre, c'est un nom de combat. Et ça tombe bien, parce que sa vie, ça a été un seul et long combat. Alors, comment tout ça a commencé? Faut s'imaginer le jeune Voltaire naviguant dans les salons de la haute société parisienne. Son talent, un esprit d'une vivacité incroyable et une plume, disons, trempée dans l'ironie. Il s'en sert pour se moquer des puissants. C'est un jeu brillant, mais aussi terriblement dangereux. Forcément, quand on joue avec le feu, on finit par se brûler. En 1717, il ose s'attaquer au régent lui-même, celui qui gouverne la France. La sanction est immédiate. À 23 ans à peine, le voilà jeté à la Bastille. 11 mois. 11 mois qui vont forger en lui une haine féroce, de l'injustice et du pouvoir arbitraire. On pourrait penser qu'il a retenu la leçon, mais non. Quelques années plus tard, une simple dispute avec un certain chevalier de Rohan vire au cauchemar. Ça part d'une moquerie. Le chevalier, trop fier pour se salir les mains, fait quoi? Il envoie ses valets le rouer de coups. Voltaire, pour laver son honneur, le provoque en duel. Mais Rohan refuse avec mépris. Un duel, c'est un privilège de noble. Et le comble de l'injustice dans tout ça, c'est Voltaire qui retourne à la Bastille. L'humiliation est totale. Pour sortir de prison, cette fois, Voltaire doit promettre une chose, s'exiler en Angleterre. Ce qui est censé être une punition va devenir, par une incroyable ironie du sort, la plus grande chance de sa vie. Cet exil va le transformer à tout jamais. Pour lui, le choc est total. Lui qui a grandi avec l'arbitraire du roi et l'arrogance des nobles en France, il découvre une société complètement différente en Angleterre. Là-bas, la loi semble protéger tout le monde. Le talent peut vraiment mener au succès, et des penseurs comme Isaac Newton sont vénérés comme des héros. C'est une véritable révélation. Et c'est là le point de bascule. C'est en Angleterre que le jeune poète satirique termine sa transformation. L'exil a fait de lui un véritable philosophe. Il rentre en France, mais cette fois, il est armé d'idées nouvelles, des idées qui sont de véritables bombes pour la monarchie de l'époque. De retour en France, Voltaire change de stratégie. Fini les petites moqueries. Désormais, sa plume, c'est une arme. Et il va s'en servir pour frapper au cœur du système. L'intolérance religieuse, le pouvoir absolu, l'injustice sociale. Sa première salve, c'est un livre, les Lettres philosophiques. Sur le papier, c'est un récit de voyage. Mais en réalité, c'est un éloge vibrant du modèle anglais, sa monarchie parlementaire, sa tolérance, sa liberté. Et donc forcément une critique à peine voilée du système français. La réaction du pouvoir est d'une violence inouïe. Le livre est immédiatement censuré, interdit, et pire que tout, il est brûlé publiquement, comme on brûlait un hérétique. Et une fois de plus, Voltaire doit fuir Paris pour échapper à la prison. Mais Voltaire est tenace. Des années plus tard, en 1759, il publie anonymement ce qui deviendra son chef-d'œuvre, un succès planétaire, Candide ou l'optimisme. Le triomphe est instantané. Et là, on touche vraiment au génie de Voltaire. Pour critiquer la société sans risquer sa tête, il perfectionne un genre littéraire, le conte philosophique. Sous des airs d'histoire amusante, presque légère, il dénonce la brutalité de la guerre, le fanatisme religieux, l'esclavage. C'est une critique d'une férocité incroyable, mais habilement déguisée en divertissement. Vers la fin de sa vie, les mots ne lui suffisent plus. Voltaire va passer de la théorie à l'action. Il va descendre dans l'arène, s'engager personnellement et mettre toute sa renommée au service des victimes de l'injustice. L'affaire Jean Calas, par exemple, est révoltante. C'est un commerçant protestant accusé sans la moindre preuve d'avoir tué son fils pour l'empêcher de se convertir au catholicisme. Il est torturé, puis exécuté. Voltaire est horrifié. Il va alors lancer ce qu'on appellerait aujourd'hui une énorme campagne médiatique pour laver l'honneur de cet homme. Et puis, il y a le cas du jeune chevalier de la Barre. Son crime, ne pas avoir salué une procession religieuse. Pour ça, il est torturé et exécuté. Pour Voltaire, c'est la preuve insoutenable que le fanatisme religieux est une pure barbarie. Face à ces horreurs, il écrit son traité sur la tolérance. C'est bien plus qu'un livre, c'est un cri,
un plaidoyer passionné pour la liberté de conscience, de culte, de pensée. Il y défend des principes qui sont aujourd'hui au cœur de nos démocraties. Le droit de croire, de penser, de raisonner et de débattre librement. Voltaire meurt en 1778. Il ne verra donc jamais le triomphe de ses idées. Mais son combat pour la liberté et la raison a planté des graines qui vont bientôt germer et laisser une trace indélébile sur le monde. À peine 11 ans après sa mort, la Révolution française éclate. Et pour les révolutionnaires, Voltaire est un père spirituel. En 1791, la nation lui rend le plus grand des hommages. On transfère ses cendres au Panthéon, le temple laïque des grands hommes. Et son héritage, eh bien le voilà, gravé dans le marbre. L'écho de ses combats résonne directement dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Quand on y lit « liberté de penser, de parler et d'écrire », c'est tout simplement la voix de Voltaire que l'on entend. Et pour finir, une dernière image assez fascinante. Au Panthéon, Voltaire repose juste à côté de son plus grand rival intellectuel, Jean-Jacques Rousseau. Ils se sont détestés et opposés toute leur vie, mais la postérité les a réunis. Comme pour reconnaître que leurs idées, même si elles étaient différentes, ont toutes les deux servi de fondation à notre monde moderne. Deux ennemis, pour toujours côte à côte, au service de la liberté.